Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Au sommaire de ce journal, c'est la 4e journée de la formation du gouvernement d'union nationale. Ces consultations n'ont pas reçu l'adhésion de l'opposition politique. La question est de savoir quelle sera l'issue de cette démarche du président Tshisekedi dans un contexte d'hostilité avec l'opposition. La réponse dans ce journal. Des initiatives locales, internationales et d'autres ONG continuent d'offrir de soins aux survivantes de violences sexuelles en ce moment de situation sécuritaire fragile à l'est du pays. Les détails, vous l'aurez dans ce journal. Et à l'international, la Côte d'Ivoire vient de marquer une nouvelle fois les esprits sur les marchés financiers. Comment? Vous le saurez dans ce journal. Il est 19h à Kinshasa et 1 heure de plus dans la partie est du pays. Madame, monsieur, bienvenue dans cette livraison d'informations. Commençons ce journal avec cette information. C'est jeudi, lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, les États-Unis ont condamné les actions commises contre les civils dans les zones occupées par le M23, notamment à Goma. Ils ont également critiqué l'incapacité de la mission onusienne MONUSCO en sigle de protéger les populations en raison de l'influence de l'armée rwandaise. La représentante américaine a suggéré une révision du mandat de la MONUSCO, soulignant la nécessité d'envisager toute option possible, y compris un mandat offensif. Cette proposition rappelle le précédent de 2013, lorsque une brigade d'intervention rapide avait neutralisé le M23 aux côtés de FARDC. Kinshasa espère une répétition de ce scénario, tandis que la rébellion soutenue par le Rwanda refuse toujours de se conformer à la résolution 2773 du Conseil de sécurité qui exige son retrait de territoires occupés. La situation sécuritaire demeure fragile dans l'est du pays et l'accès à la justice reste limité. Cette partie du pays est devenue depuis plus de 3 décennies les théâtres de violences affectant particulièrement les femmes victimes de viols et d'agressions. Le viol collectif souvent accompagné de tortures physiques telles que des mutilations génitales laissant des séquelles permanentes sur les victimes tant sur le plan physique que psychologique. Des initiatives locales, internationales et d'autres ONG continuent d'offrir de soins aux survivantes de violences sexuelles. Mais ces efforts restent insuffisants. Rachel Misenga nous en dit plus. Depuis la guerre de 1996, la République démocratique du Congo est devenue le théâtre de violences affectant particulièrement les femmes. Les violences sexuelles et les abus à leur encontre ont pris de proportions alarmantes et sont désormais utilisés comme une arme de guerre. Les groupes armés rebelles ainsi que certains éléments incontrôlés des forces régulières ont systématiquement recouru au viol comme un outil stratégique pour déstabiliser les communautés, détruire les familles et s'aimer la terreur. L'ampleur de ces atrocités ont été reconnues par plusieurs organisations internationales, dont l'ONU qui a qualifié la RDC des capitales mondiales du viol. Entre 1996 et 2003, de milliers de femmes ont été violées souvent en public devant leur famille. Ces phénomènes ont touché particulièrement la province du Kivu où des groupes armés tels que le Force démocratique de libération du Rwanda, les M23 et d'autres factions ont commis des viols systématiques. Au fil des années, la communauté internationale a réagi à ces abus. En 2013, la Cour pénale internationale a qualifié le viol des crimes de guerre et plusieurs procès ont été organisés pour juger les responsables de violences sexuelles en RDC. Toutefois, ces efforts restent insuffisants. Alors, l'engagement patriotique, les femmes ont un peu du mal à y être. Quand on parle de l'engagement patriotique, on voit seulement la politique. Non. Exactement. Vous savez, celles qui souffrent à l'aise, ce ne sont pas les hommes et les hommes d'abord. C'est plus les femmes et les enfants. Et donc, les femmes devaient être les premières à se mobiliser quand il y a une campagne qui est lancée.
Les victimes de viol font face à des conséquences dévastatrices pour leur santé. Outre le traumatisme physique et psychologique, elles sont également exposées à un risque accru de VIH, SIDA et d'autres maladies sexuellement transmissibles. Les répercussions sont également sociales car ces femmes sont souvent stigmatisées et rejetées par leur communauté. La situation sécuritaire demeure fragile dans l'est du pays et l'accès à la justice reste limité pour de nombreuses victimes. Des initiatives locales et internationales telles que celle des Médecins sans frontières et d'autres ONG continuent d'offrir de soins aux survivantes des violences sexuelles. Cependant, l'impunité persiste largement, ce qui rend la situation encore plus complexe et désastreuse. Une brève dans ce journal, l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo renforcent leurs relations bilatérales grâce à des consultations de haut niveau. Le ministre sud-africain des Relations internationales, Ronald Lamola, a rencontré ce jeudi son homologue Thérèse Kaikwamba-Wagner, ministre des Affaires étrangères de la RDC à Pretoria. Les discussions ont porté sur le renforcement du partenariat historique entre les deux pays et l'avancement des engagements de la Commission binationale Afrique du Sud RDC depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1992. Les deux nations ont signé 38 accords bilatéraux couvrant des secteurs stratégiques tels que l'agriculture, la défense, le commerce, l'énergie et la gouvernance locale. Cette information a été annoncée au sommaire formation du gouvernement d'Union nationale. Les consultations initiées par le président de la République, Félix Tshisekedi, à travers son conseiller spécial en matière de sécurité, sont à ce jour à leur 4e journée. Des personnalités politiques de chefs de regroupement politique de l'Union sacrée y défilent depuis le premier jour. Mais seulement, ces consultations qui n'ont pas reçu l'adhésion de l'opposition politique semblent prendre la connotation d'une rencontre de seuls sociétaires de l'USN. Mais quelle sera l'issue de cette démarche du président Tshisekedi dans un contexte d'hostilité avec l'opposition? Tentative de réponse dans cette analyse de Théodore Ngando. Dans sa quête de solutions au niveau tant interne qu'externe, avec en toile de fond une diplomatie agissante, le président Tshisekedi se démène plus que mesure pour arriver à sortir la République démocratique du Congo d'un gouffre dont les conséquences deviennent incalculables. L'agression attestée du Rwanda sous couvert du M23 AFC dans l'est de la RDC provoque ces jours une crise humanitaire inédite dans la région, accentuée des massacres de populations civiles et la destruction massive du tissu social. N'étant pas fermé à l'idée du dialogue national, le président Tshisekedi a entamé depuis lundi 24 mars de consultations politiques devant déboucher à la formation d'un gouvernement dit d'union nationale, gouvernement qui sera appelé à faire face et de manière efficace à cette épineuse question de l'agression rwandaise. Ces consultations annoncées avec pompe et soutenues par la famille politique du président Tshisekedi se butent tout de même à un rejet catégorique de l'aile dure de l'opposition politique congolaise, constituée notamment des figures emblématiques, souvent farouchement opposées à la vision Tshisekedi. Du coup, c'est les doutes qui s'installent sur l'aboutissement heureux de cette démarche du chef de l'État, pourtant considéré par une autre opinion politique, principalement la majorité au pouvoir, comme un moyen efficace de fédérer les uns les autres vers une lutte commune contre l'agression rwandaise. La frange de l'opposition qui s'est exprimée sur cette question soutient par contre l'idée d'un dialogue national inclusif, dialogue qui serait porté par les princes de l'Église, seule voie selon eux qui peut ouvrir une brèche vers la cohésion nationale et la paix durable tant recherchée à RDC. À cette allure, les décors d'une impasse est bien planté face à des divergences profondes au sein de la classe politique. Du coup, le doute sur l'issue heureuse des consultations pilotées par le professeur Eberand Kolongele taraude les esprits des Congolais lambda. Et pendant ces temps, les populations du Grand Kivu groupissent dans une misère inédite, teintée d'une crise humanitaire jamais vécue dans cette partie du pays. Aux yeux des observateurs tant nationaux qu'internationaux, seul un consensus national sincère pourrait conduire le pays à une paix durable. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé la réunion élargie du comité de conjoncture économique portant sur la mise en place d'un cadre permanent de dialogue entre les membres du gouvernement impliqués dans l'amélioration du climat, des affaires et les secteurs privés. La salle du conseil de l'immeuble du gouvernement à Kinshasa a servi de cadre à la dite réunion. Suivez. Pour cette fois-ci,
Cette réunion du comité de conjoncture économique a été élargie au secteur privé, représenté notamment par la FEC et d'autres associations patronales telles que la Copemeco. L'exécutif central s'emploie à redynamiser le dialogue avec le secteur privé pour améliorer progressivement le climat des affaires du pays. La République démocratique du Congo est régulièrement indexée par les investisseurs étrangers, mais aussi par les opérateurs économiques nationaux du mauvais climat des affaires. Et pourtant, des efforts ont été entrepris de manière continue avec plusieurs réformes dans le domaine des finances publiques, dans le domaine de la promotion des investissements et dans bien d'autres domaines. La réunion d'aujourd'hui, pour le repréciser une fois encore, elle avait donc pour but essentiel de voir comment nous pouvons remettre en place un cadre qui permette au secteur public et au secteur privé de dialoguer de manière permanente pour trouver les solutions aux problèmes qui se posent dans l'économie nationale. Daniel Mukoko Samba a également souligné la résilience de l'économie nationale face à la crise provoquée par l'occupation illégale de la région est du pays par les forces rwandaises et leurs supplétifs du M23 et de l'AFC. Il y a quand même une perte de recettes publiques dans cette partie du pays parce qu'il y a des postes frontaliers qui échappent aujourd'hui au contrôle du gouvernement. Mais l'économie est restée résiliente, les équilibres macroéconomiques sont maintenus. Par ailleurs, le gouvernement, via son ministre de l'économie, a réaffirmé que la République démocratique du Congo continue d'attirer des investissements grâce à son potentiel économique et à l'assainissement progressif du climat des affaires, malgré le contexte difficile lié à l'agression rwandaise. Ce n'est pas parce qu'il y a cette situation dans une partie du territoire national que les investissements vont tarir. La preuve, parce que vous avez vu que dans la salle, il y a eu suffisamment de représentation de la part des associations patronales. Il y a des investissements qui se mettent en place au moment où nous parlons dans différents secteurs. Et c'est justement pour trouver les moyens d'améliorer la mise en place de ces investissements que Son Excellence Madame la Première ministre a élargi la réunion du comité de conjoncture économique au secteur privé. Il est à noter que le gouvernement a précisé qu'il ne s'agit pas de créer un nouveau cadre de dialogue, mais d'optimiser ceux existants, tels que le cadre permanent de concertation économique créé par le décret numéro 008/01 du 23 février 2001 et rattaché au ministère de l'économie nationale. Une autre brève dans ce journal, le ministre national de l'Industrie et Développement de petites et moyennes entreprises et initiatives, Louis Ouantoum Kabamba, a présidé le mercredi 26 mars la cérémonie de la pose de la première pierre de travaux de construction de la toute première zone économique spéciale dédiée à la fabrication de batteries et de véhicules électrique située à Moussompo dans la richissime province du Lualaba. Cette ZES s'étend sur plus de 900 hectares. Elle permettra la transformation locale de matières premières, principalement le cuivre et le cobalt, et devrait créer plus de 25 000 emplois directs ainsi que plus de 40 000 emplois indirects. Pour en parler, nous avons Dieudonné Boinali dans ce journal. Bonsoir à vous, Boinali. Bonsoir, Maryse Boleli. Bonsoir aussi à tous nos téléspectateurs. Voilà, Dieudonné Boinali, après les S de Maluku et de Poul-Malébo, voici la zone économique spéciale de Moussompo. Quelle est la particularité de celle-ci? Merci pour cette pertinente question. Depuis un certain nombre d'années, notre gouvernement s'est inscrit dans la politique de développement et d'implantation des zones économiques spéciales considérées comme des pôles industriels et de développement socio-économique. Oui. C'est toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Pour l'instant, le gouvernement est en train d'installer des zones économiques spéciales pilotes. Les premières en date sont les zones économiques spéciales de Maluku, oui. Et celle dénommée Poul-Malébo. Une autre zone économique spéciale
vient de voir le jour. Il s'agit de la zone économique spéciale de Moussompo, située à 20 km de Kolwezi, le coffre-fort des matières premières de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le village Moussompo est devenu une référence, Maris Boleli, pour quiconque, pour toute personne qui veut écouler son produit sur les marchés. Je citerai les cuivres et les cobaltes. Oui. Voilà ce que je peux dire et répondre à votre question. Voilà, Dieudonné Boinali, mais quelles sont les retombées attendues de Moussompo pour les secteurs miniers et l'économie nationale? Au-delà de la reconstruction du tissu industriel de la République démocratique du Congo, détruit par les pillages des tristes mémoires des années 90 et puis par les guerres récurrentes que notre République est en train de reconnaître et de connaître, et les gouvernements congolais poursuivent plusieurs objectifs. Il y a entre autres faire augmenter les impôts et taxes au niveau du trésor public, la création d'emplois, le développement des provinces et puis la transformation locale de nos minéraux, parce qu'il fut un moment où le gouvernement avait décidé d'interdire l'exportation brute des matières premières. Les faisant, nous perdons beaucoup parce que à chaque minerai est exporté, il y a un minerai associé à côté. Là, on exploite les cuivres, on trouve aussi les cobaltes. Là, on exploite l'or, on trouve aussi l'étain. Et quand nous exportons nos matières premières à l'état brut, nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe au niveau des industries occidentales et chinoises avec les produits de récupération qui ne sont pas comptabilisés comme des matières premières exportées, et ça bénéficie aux acheteurs. Or, si nous transformons localement nos matières premières sur place, nous les rajoutons une certaine valeur ajoutée. Voilà pourquoi on parle de la chaîne de valeur que nous devons mettre en place. C'est-à-dire, le Congo doit vendre les produits finis à l'étranger et non les matières premières en brut. Parmi les retombées économiques de la zone économique spéciale de Moussompo, vous avez suivi ces reportages qui nous a été présenté tout à l'heure. Il s'agit de créer 65 000 emplois, dont 25 000 emplois directs, contractuels. Un investissement de plus ou moins 2 milliards de dollars américains, plus ou moins 1000 hectares de terres ont été disponibles et sont disponibles pour accueillir cette nouvelle zone économique spéciale qui a pour vocation, c'est une zone économique industrielle, mais qui a pour vocation principale de transformer sur place localement nos matières premières. J'ai parlé du cuivre et du cobalt, mais il n'est pas exclu que d'autres industries puissent venir se greffer autour de cette zone de Moussompo avec tous les effets d'entraînement attendus. Il y a aussi l'augmentation sensible des recettes. Il s'agit des impôts et taxes. L'économie locale aussi va en bénéficier. Et Moussompo va devenir un nouveau pôle industriel, non seulement pour la province du Lualaba, mais pour la République démocratique du Congo. Donc, bref, Maris Boleli, les enjeux sont nombreux. Le temps imparti ne nous permet pas de tout démontrer. Je pense lors des émissions spécialisées, nous y reviendrons. Dieudonné Boinali, journaliste économique à Géopolis Télévision. Merci à vous pour votre intervention. Merci aussi pour votre invitation. Voilà, changeons de chapitre à présent. Clôture c'est jeudi 27 mars du premier salon de l'hôpital à Kinshasa sur les thèmes réinventer l'hôpital avec la couverture santé universelle. Ces salons voulaient une vitrine d'innovation et de réflexion sur les systèmes de santé de la République démocratique du Congo. Retour sur la première journée avec Patience Lokeke.
Lors de son intervention, le ministre de la Santé, le Dr Samuel Roger Kamba, a souligné les défis majeurs du système de santé, précisant qu'aucun progrès réel n'a été fait depuis plus de 60 ans. Le premier défi, c'est la prévention. Personne ne l'a aidé à se protéger. Le deuxième défi, c'est la structure de prise en charge dans laquelle il est arrivé. Le troisième défi, ce sont les ressources humaines qui ont été son chevet sans en avoir les compétences. Le quatrième défi, c'est les ressources humaines, c'est les ressources financières. Comment je fais pour changer l'hôpital alors que je n'ai pas beaucoup de moyens? Il a insisté sur le fait que la santé ne se résume pas à l'absence de maladies, mettant en avant l'importance de la prévention, de l'hygiène, de l'environnement et des comportements individuels pour améliorer le bien-être de la population. Nous devons sortir la santé de la maladie. Parce que la santé, c'est pas la maladie. Le ministre a également souligné l'importance de la couverture santé universelle, un projet soutenu par le président Félix Tshisekedi visant à garantir l'accès aux soins pour tous, quels que soient les statuts économiques. Donc la couverture santé universelle, c'est sortir la santé de la maladie. La couverture santé universelle, c'est pas pour les riches, c'est pour les pauvres. Il ne faut pas dire, nous n'avons pas d'argent pour faire la couverture santé universelle. Il faut dire, faisons la couverture santé universelle pour avoir l'argent. Cet événement, qui s'inscrit dans le cadre des efforts continus du gouvernement pour réformer le secteur de la santé, se veut un point de départ pour une transformation durable du système hospitalier en RDC, avec une attention particulière portée sur l'accès universel aux soins de santé pour tous les citoyens. C'était un élément avec commentaire de Don Momat. Quittons les secteurs de la santé pour la justice. Une conférence sur le droit constitutionnel a été organisée mercredi 26 mars par la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo en partenariat avec l'ambassade de la Confédération helvétique à Kinshasa. Cette conférence qui s'est tenue à l'amphithéâtre de l'Hôtel du Fleuve a porté sur les thèmes la démocratie et l'état de droit. Un moment important qui a permis à Dieudonné Kamuleta, président de la Haute Cour, de réaffirmer la nécessité d'ancrer la justice constitutionnelle au cœur du projet démocratique congolais. Patience Lokeke nous en dit plus. Deux temps forts ont marqué cette rencontre scientifique de haut niveau, notamment les communications introductives et les exposés de panélistes suivis d'un débat scientifique riche en interventions. Dans une séance inaugurale, François Bokona, juge à la Cour constitutionnelle, a établi le parallélisme entre la démocratie et l'état de droit. Il a démontré que la démocratie n'est pas forcément le fondement de l'état de droit, mais plutôt l'état de droit qui est fondement de la démocratie. À son tour, l'ambassadeur des Suisses en RDC a planché sur la démocratie directe et l'état de droit en Suisse. Dans une présentation succincte de son pays, Monsieur Sarraute a souligné la particularité de la démocratie dans la Confédération helvétique où c'est le peuple qui choisit à travers le zone le membre de son parlement, ceux de son exécutif fédéral et ses juges. Prenons la parole, Dieudonné Kamuleta Badibanga, président de la Cour constitutionnelle, s'est apaisanti sur le rôle de la Cour constitutionnelle dans l'enracinement d'un état de droit démocratique en RDC. Il a d'abord présenté la Cour constitutionnelle comme garante des droits et libertés fondamentaux, ensuite comme garante de la séparation de pouvoirs et enfin comme garante de la justice électorale. Pour tous ces cas, il s'est appuyé sur la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. Côté panéliste, 4 au total, le premier était basé sur le juge constitutionnel, protecteur des libertés sous état d'urgence et état de siège dans un état de droit. Le deuxième a analysé les actes non juridictionnels du juge constitutionnel et l'état de droit. Le troisième s'est penché sur la part du juge judiciaire, administratif et constitutionnel dans la résolution des crises électorales pour un état de droit en RDC. Ces 4 présentations qui ont suscité un débat enrichissant entre praticiens de droit, scientifiques et autres chercheurs connexes, le tout résumé avec dextérité par le juge à la Cour constitutionnelle Sylvain Lumumbaya à travers ses mots conclusifs et le rapport général de travaux de cette conférence.
Quittant Kinshasa pour la province de l'Ituri où la présence de l'État s'est fait sentir de plus en plus. Le dernier acte qui confirme cela est l'installation du chef du groupement de Baboulaba. La cérémonie de son installation s'est déroulée mercredi en présence de l'administrateur militaire du territoire d'Irumu. Suivez. La restauration de l'autorité de l'État dans les territoires d'Irumu devient une réalité depuis l'avènement de l'état de siège sous le commandement du lieutenant-général Luboyaka Chamadjoni. Ici, nous sommes dans le groupement de Baboulaba, en chefferie de Babo-Abakoé, où l'administrateur militaire de ces territoires a installé ce mercredi 26 mars 2025 le nouveau chef à la tête du dit groupement. C'était en présence des autorités coutumières et sécuritaires. Nous, Siro Timbabunga Jean, administrateur militaire du territoire d'Irumu, nous trouvons à Magalabo, chef-lieu du groupement Baboulaba, en chefferie de Babo Bokoé, territoire d'Irumu. Prenons acte de votre prestation de serment en qualité de chef de groupement Baboulaba. Nos sincères félicitations. Ndunda Mapoli Dieudonné exhorte son administré à la culture de la paix et la cohabitation pacifique. Je souhaite que ma population puisse vivre dans la paix et la sécurité. S'il se constate que je ne travaille pas bien, alors le vieux sage veuille me prodiguer des conseils. Faisons-le à frère. Après la remise officielle de symboles du pouvoir, le colonel Siro Simbambunga Jean a invité ses nouveaux chefs à gérer ces groupements en bon père de famille. Un chef doit être un rassembleur, père de tout le monde, parce que là où il y a l'unité, c'est là qu'il y a le développement. Nous ne voulons plus la division, nous ne voulons plus de la division, moins encore la déstabilisation. Pendant ces temps, la jeunesse et les autorités coutumières sont appelées à lutter contre toute aventure tendant à la division. Un Congolais ne peut être ennemi de son frère, mais s'il y a un problème, il faut se réunir pour en trouver solution. Les jeunes ont déjà fait leur club d'amis ou d'amitié. Maintenant, pour des intérêts privés, que les chefs ne puissent pas exciter les jeunes à des conflits parce qu'eux-mêmes se sont créés l'unité. Au contraire, les chefs doivent renforcer la culture de l'amour entre ces jeunes sans discrimination quelconque. Il sied de noter que cette série d'activités se poursuivra dans d'autres entités coutumières, notamment au groupement des Baboulogu, toujours dans la chefferie des Babo-Abokoé en territoire d'Irumu. À présent, parlons sport à un mois de l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations U20, dont fera partie la République démocratique du Congo. Le pays hôte, la Côte d'Ivoire, fait marche arrière. Ce retrait représente un véritable coup dur pour la Confédération africaine football qui doit désormais désigner un nouveau pays hôte. Blaise Kouzola pour plus de détails. Nos sincères excuses pour ce désagrément avec le son. Nous passons à présent à la page internationale. La Côte d'Ivoire vient une nouvelle fois de marquer les esprits sur les marchés financiers. Le pays a levé avec succès la toute première émission obligatoire livrée en francs CFA sur les marchés internationaux. Une initiative inédite qui confirme son rôle de pionnier en matière d'innovation financière sur les continents africains. Suivez.
Les États africains avaient pour habitude d'élever des fonds en devises fortes, notamment en dollars ou en euros, lorsqu'ils sollicitaient les investisseurs internationaux. En proposant cette fois une émission en monnaie locale, la Côte d'Ivoire bouscule les pratiques et réussit son pari. Des 120 milliards de francs CFA, soit environ 335 millions d'euros, ont été mobilisés à un taux de 6,875% pour une maturité de 3 ans. Cette opération constitue une étape majeure dans la stratégie du pays visant à approfondir les marchés domestiques et à asseoir son leadership au sein de l'IMOA. Elle ouvre également une nouvelle voie pour diversifier la base d'investisseurs tout en réduisant l'exposition au risque d'échange. Les remboursements de l'obligation se feront en euros, offrant une sécurité pour la Côte d'Ivoire. Ici, innovation importante à souligner, les investisseurs assument les risques d'échange en cas d'évolution du rapport entre les francs CFA et la monnaie européenne. Les fonds levés viendront alimenter le budget 2025 de l'État. Cette émission survient moins de 24 heures après une opération d'envergure. Le 25 mars, la Côte d'Ivoire avait déjà levé 1,75 milliard de dollars sur les marchés internationaux, accompagné d'un refinancement de 700 millions de dollars. En l'espace de 2 jours, Abidjan montre sa capacité à innover, à capter la confiance des investisseurs et à déployer une stratégie de financement sophistiquée en ligne avec ses ambitions de développement et sa gestion proactive de la dette publique. Deuxième pays le plus peuplé d'Afrique et affichant l'une des plus fortes croissances du continent, l'Éthiopie cherche à adhérer à l'OMC depuis quelques années. Cependant, les négociations étaient restées suspendues depuis 2020 en raison de l'apparition du Covid-19. Francine Moukeba nous en dit plus. Puis ambition de finaliser son processus d'adhésion à l'Organisation mondiale du commerce d'ici mars 2026 à l'occasion de la 14e conférence ministérielle qui se tiendra à Yaoundé, au Cameroun. Lors d'une rencontre de haut niveau organisée au siège de l'institution le 19 mars dernier, le ministre éthiopien du commerce, Kassaoum Kof Balami, a réaffirmé l'engagement de son pays à relancer les négociations en vue d'intégrer l'OMS malgré un contexte mondial marqué par le protectionnisme et le sexisme croissant à l'égard des cadres multilatéraux. Les dernières négociations sur l'adhésion de l'Éthiopie, deuxième pays le plus peuplé d'Afrique et l'une des locomotives économiques du continent, remontent à 2020. Toutefois, la pandémie de Covid-19 et ses répercussions ont contraint les autorités à revoir leurs priorités. 5 ans plus tard, Addis Abeba affirme avoir mis en place plusieurs réformes visant à libéraliser son économie et à se réformer aux règles de l'organisation. La création d'une bourse des valeurs et la mise en place d'une société d'investissement garantissant une gestion plus transparente des entreprises publiques. Les pays s'engagent également à appliquer des droits de douane maximaux inférieurs au seuil de référence pour les pays les moins avancés dans les secteurs agricoles et à ouvrir des secteurs clés tels que la finance, les communications et les transports. Déjà engagé dans des négociations avec 12 membres de l'OMS, le gouvernement a réaffirmé sa volonté de poursuivre ces discussions pour mener à bien son adhésion. Les Comores sont les derniers pays d'Afrique à avoir rejoint l'OMS après 17 ans de négociations. L'organisation a intensifié les discussions sur l'accès au marché sur la base des offres révisées d'Addis Abeba afin de conclure rapidement des accords. Une autre façon de vous informer, madame, monsieur, c'est avec différents journaux parus dans la ville de Kinshasa. C'est jeudi 27 mars. Place à la revue de presse, sélection et commentaires, Blaise Kouzola. Bonsoir. Deux sujets font la une de journaux et médias en ligne ce jeudi 27 mars, la rencontre à Luanda entre Félix Tshisekedi et Joao Lourenço et la poursuite de consultations politiques. Au terme d'un tête-à-tête hier entre Lourenço et Félix Tshisekedi, pas de nuance entre Kinshasa et Luanda, titre à sa une la tempête du tropique. Ces quotidiens rapportent que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a effectué un bref séjour à Luanda ce mercredi 26 mars 2025. Visite qu'il
lui a permis de s'entretenir à huis clos avec son homologue angolais João Lourenço. C'est lors le ministre angolais des Affaires étrangères Antonio Tete précise ce journal, les deux dirigeants ont réaffirmé les bonnes relations entre leurs pays malgré les récents remous diplomatiques. Malgré les désengagements de João Lourenço comme médiateur désigné dans les conflits opposant la RDC au Rwanda, les deux chefs d'État ont convenu de maintenir une concertation et des consultations régulières, notamment dans le cadre de la présidence tournante de l'Union africaine actuellement assurée par l'Angola, ajoute la tempête des tropiques. Luanda a indiqué vouloir désormais concentrer ses efforts sur les priorités de l'Union africaine, souligne actualité.cd. Média Congo précise que cette rencontre s'est tenue quelques jours après l'annonce du retrait de l'Angola de son rôle de médiateur dans la crise entre Kinshasa et Kigali. Et c'est sur cette.cd de rappeler qu'au cours d'une réunion interinstitutionnelle tenue mardi 25 mars, Félix Tshisekedi a informé les différents chefs d'institutions étatiques de la fusion des processus de Luanda et de Nairobi, officialisant ainsi la disposition de Kinshasa à négocier avec les rebelles, estiment ces médias. Les responsables des institutions de la République démocratique du Congo ont été invités par le chef de l'État à poursuivre l'offensive diplomatique contre l'agression rwandaise afin de rendre pratique la résolution 2773 des Nations Unies lors de cette réunion interinstitutionnelle à Kinshasa, indique l'ACP qui cite la présidence. Alors que le pays fait face à l'agression rwandaise via la rébellion du M23 dans l'est de la RDC, des fissures et tensions sont de plus en plus remarquables au sein de la famille politique du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, alors qu'il ne cesse lui-même d'inviter la population à faire bloc pour brouter dehors les ennemis de la République. Ces fissures et mécontentements se sont beaucoup fait sentir lors de consultations politiques menées par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, écrit actualité.cd. Le potentiel rapporte que dans le cadre de consultations initiées par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, Willy Makiashi, représentant de la délégation du regroupement politique AAC Palou, a partagé mercredi 26 mars à Kinshasa des réflexions sur le besoin crucial de paix, de sécurité et de développement en République démocratique du Congo. Fin de cette revue de presse, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal, mais avant de vous quitter, voici le rappel de titres. C'était la 4e journée de la formation du gouvernement d'union nationale. Ces consultations n'ont pas reçu l'adhésion de l'opposition politique. La question était de savoir quelle sera l'issue de cette démarche du président Félix Tshisekedi dans un contexte d'hostilité avec l'opposition. Des initiatives locales, internationales et d'autres ONG continuent d'offrir de soins aux survivantes de violences sexuelles en ce moment des situations sécuritaires fragiles à l'est du pays. Et à l'international, la Côte d'Ivoire vient une nouvelle fois de marquer les esprits sur les marchés financiers. Le pays a levé avec succès la toute première émission obligatoire libellée en francs CFA sur les marchés internationaux. Une initiative inédite qui confirme son rôle de pionnier en matière d'innovation financière sur les continents africains. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. La différence entre le possible et l'impossible se trouve dans la détermination. C'est avec cette citation des Gandhi que nous mettons finalement fin à ce journal. Portez-vous bien. Au revoir et bonne suite de programme sur votre chaîne Police Télévision. Elle vous a été présentée par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.